think we should start with some webinar etiquette. And one of the first things you should do is mute your microphone if you're not talking. And for people attending this conference, there is the possibility of sharing questions with us. So, but you should use the chat function in Zoom. And I shall try to communicate your questions to the presenters, of course. Okay. Well, let me start. Well, of course, it was already the decision was already taken a long time ago that we should do something with IGH in tourism. But this year, of course, we had this COVID pandemic, you know, and this had caused serious damage also, of course, to IGH practices in connection with tourism. And to name but a few examples from the Netherlands, there were quite a few events or IGH-related events had to be cancelled, because such as the flower parade in Zundert and in Lichtenvoorde. Afgelast is a Dutch word for cancelled. And this was the case with a lot of IGH happenings during these years. On the other hand, and this is why this slide is called resilient communities, there were some of these IGH practices got a boost. It sounds a bit strange, but in the center of this slide you see the craft of the miller, so the millers and making their artisanal bread, so traditional bread, and there was a lot of attention for this, and a lot of people wanted to buy this traditional bread, and so for them it was a boost, and for others, like another flower parade in the eastern part of the Netherlands, they decided to change focus a bit. So not organizing the flower parade in the streets in the center of the streets, but to locate the flower parade in the country in a way, and on the countryside, so where people could visit it, cycling along in the nature of as we do it in the Netherlands. So this proves that communities can also be sometimes very resilient in coming up with alternatives or with creative alternatives. Of course, there was already some concern last year during the committee meeting in Bogota, and then we had the evaluation body, of course, and telling us when evaluating all the files that there is also the issue of tourism in connection with the possible risk of over-commercialization and the potential risk of decontextualization, as it was called in the report of the evaluation body. And the Secretariat was asked to publish some recommendations by that would address the risk of decontextualization, a guidance note in a way. And during, of course, last year, there was also someone from the IGH NPO Forum, my chair of the steering group, Jorge, and he told the committee members, okay, we are working on such an ethical code for tourism. So there was a lot happening last year already, but because of this year, perhaps this COVID thing is also a kind of a pause in which we can reflect once more on how to make it more sustainable for the future after COVID. So, and this is of course what we're going to address this meeting, and we have 5 presentations, and you see here the program in front of you. We will start with Robert Barron with a more general introduction. Then we have someone from Latin America, David Gomez Maric, someone from Portugal, from Europe, Ananya from India, because we wanted to present a broad view of this topic worldwide. So in all continents, how they feel and how they think about this topic of IGH and tourism, and how they have dealt with this COVID period, and what it offered for further reflection. So, and we will end with a presentation by Jorijn and Martha about, okay, this toolbox where was talked about during the Intergovernmental Committee meeting last year. So an answer to this request to the Secretariat and also to the IGH NGO Forum, I think.
And last but not least, we have Martin Andrade Perez, and Martin is from Colombia, but more to the point is that he was also the chair of the rapporteur of last year's evaluation body, who made these remarks about sustainable tourism and the possible risk of over-commercialization, etc. So we thought he would be the ideal one to make these concluding remarks and reflecting on what is going to be said during this meeting. So this is well, a sum up of the program, and so now I would like to give the floor to Robert Barron. So I will stop sharing my PowerPoint, and I will ask Robert if he could start sharing his PowerPoint. To you, the floor, yes. Robert. Thank you, Albert, and let me share. And it's great to see everybody in Zoom. Looking forward to seeing everybody. Screen sharing, just one sec. Here we go. I just woke up not very long ago because it's 7:40 in the morning here. And I hope I can, I know I'll stay awake, and I hope I can keep all of you awake as well. And looking forward to you. Let me just get the slideshow in place here. Here we go. Okay, so my talk today will be about new directions for sustainable and regenerative tourism, discussing in an overview sort of way how communities and groups can build resilience, how they can adapt to change, and thinking of change as inevitable whenever ICH experiences tourism when it's presented for tourists, and how community agency can be expanded, how communities can act with self-determination to safeguard their heritage in the face of tourism. So I'll go to my next slide here. And the tourism industry is a giant industry worldwide, and the COVID pandemic illustrates and dramatizes how big an industry it is and the consequences on ICH. Before the COVID crisis, it was the largest service sector industry in the world, 10% of all employment, $8.9 trillion in GDP worldwide, and 330 million jobs. During the pandemic, there was a loss of 121 million jobs and $3.4 trillion in GDP. And we see the diminishing of the extensive cultural encounters and experiences which people around the world have with tourism. It's really a primary way in which people encounter each other and learn about each other's cultures. And presentations by ICH bearers have diminished greatly because of the pandemic. But there is a pent-up demand for tourism, and we'll see tourism increase greatly after the pandemic. It may take another form, but it provides an opportunity through this crisis to reimagine tourism after pandemic. And we're also now beginning to see. Nous commençons à constater également depuis quelques mois une augmentation du tourisme dans différentes régions d'un même pays, ce qui constitue un bon signe de développement. Nous avons aussi des listes de l'UNESCO qui montrent une augmentation dans le tourisme. Nous pouvons également regarder ce tourisme ICH comme étant un intérêt pour le tourisme, un tourisme authentique et véritable. ICH bearers have lost a great deal of income, the diminishing presentations, as I said, and a loss of visibility of ICH. ICH has long addressed interest among tourists in what tourists perceive as authentic, as genuine and real. Authentic can be a problematic term, but I'm talking about the perception, the subjective view of people of what is authentic, a real experience. And in recent years, there's been a growth of what's known as experiential tourism. People are looking for local experiences, what's known in the research about tourism as backstage experiences, going beyond the representation of culture in a staged way, in a managed way, in a way that mass tourism has presented ICH. People are looking for firsthand encounters, which include active, immersive, and participatory experiences, making things, dancing to music, interacting with ICH practitioners, and they're looking to engage meaningfully with other cultures, with the history and heritage of a place, with food and with the arts.
Tourism inevitably changes intangible cultural heritage. This is just a given. There's changes in the form and the content and how the performances, the settings in which ICH is presented, and the social functions and the meanings for a community. Commodification occurs, meaning that a practice which is carried out within a family, within a community, becomes part of the market economy. It becomes a good or a service with an exchange or monetary value. This always happens when it's presented in tourism because in some way it's connected to the market economy. And just quickly differentiating commodification over commercialization. Over commercialization occurs when the monetary gain overwhelms the social meaning, the value of an ICH tradition. Speaking about it in a simple and perhaps simplified way, but commodification always occurs when ICH is presented to tourists. And the impact of tourism on ICH can be good, it can be bad, it also can be mixed. So often it's ambiguous, it's both good and bad. It can diminish or eliminate the participation of community members in ICH. It can lessen the quality, and it can result in the loss of cultural meaning. On the other hand, it can result in ICH being performed more often. It can spark new interest in communities and pride and heritage. It creates new markets for tourism and enables ICH bearers to earn a living or earn a greater living, more money from the practice of their ICH. Let's look at a few examples from several places in the world. The Alarde Festival in Spain is a festival which has been studied by a number of researchers on tourism. It commemorates the 17th century victory of the Basque over the French. And traditionally, everybody of Fuenterrabía in Spain participated. After this festival began to be performed for tourists, it became a stage performance to be presented twice the same day. There's a standardization that occurs with the commercialization of an event. Local restaurants in Fuenterrabía became less interested and involved in the ICH practice, and that was primarily designed to generate tourism revenue for the town. An example of commercialization. The tourism researcher David Greenwood claimed, as he first observed the festival, that it had lost its authenticity along with the destruction of what it meant for the community. He revisited the festival some years later. Here's an image of the festival, and you see the crowds of people on the street. When he revisited the festival, he saw that the Alarde Festival become actually highly meaningful as a major public event, expressing the region's demand for regional political rights within Spain and within the region and within the nation. And so it became a cultural representation that called attention to the Basque identity and their view of Basque rights. And here's a quote from Greenwood. He said, some of what we see as destruction through tourism is actually construction. The objectification of local culture via tourism does not always destroy it. On occasion, it transforms and even stimulates its further proliferation. Let's look at how forms and practices of tourism are transformed through commoditizations. Rituals, ceremonies, and other practices of performance are shortened. They become compressed. The theatrical and spectacular dimensions are highlighted. So ICH bearers and people who organize the presentations will look at the aspects which seem more showy, which are more dramatic, which are more theatrically interesting. The number of performers and the roles of performers change. With crafts, the new colors, materials, and forms, and often with crafts is a decline of quality with mass production. Crafts are miniaturized, so they become small, so they can be fit within luggage, and people can carry them on their trips. And with dance, there's new choreography and arrangements, and there are crafts that are created that draw from traditions, but are of a different character. Let's look at the case of Bali. In fact, the creation of dance dramas for tourists in Bali helped the traditional dances to thrive. The dances which were performed for tourists, which included the elements of the traditional dances, became shorter and more simplified, and the new dances that were created, which were drawn from Balinese culture. The practice of performing for a tourist market provided experience and training for dancers that was very valuable for dancers who performed on traditional occasions just within the community. And the money that people made, the revenue from the performance, provides
funds for materials and equipment that are used in for traditional dances outside of the eyes of tourists in back regions for ritual purposes. So here's an image of one of these dances, Panyambra, which includes elements of several sacred Balinese dances that are adapted for tourists. Among the Tohono O'odham, also previously known as the Apache, the Native American community in the United States. After animal effigy baskets became more popular with tourists in the middle of the 20th century, there were more animal designs incorporated in the baskets because tourists were interested in them. So there were horsehair miniature baskets that were produced extensively because of the demand of tourists. And here's an image of a miniature horsehair basket. And through organizing cooperatives who've taken control of the process of creating crafts and producing them and selling them, communities are able to maintain the quality of their crafts, to maintain their traditionality, and to provide economic benefit with no economic leakage. Economic leakage means that the profits don't stay in the community. So the profits would stay in the community when there's a cooperative and when there's self-determination agency by the community. And there's a native-owned cooperative in North Carolina in the United States that sells both traditional and contemporary crafts that are grounded in tradition, and they're sold for the tourist market. So this is the Koala Arts Cooperative in North Carolina in the US. We can learn from the pause in tourism, and all over the world, people went over touristed places and reclaimed their communities. In Venice, for example, St. Mark's Square, which if any of you have visited, it's always jammed with tourists, and was almost deserted. So for the first time in many, many years, Venetians, residents in Venice were able to go there to say hello to people, to interact, to experience their community once again. Now, especially with the pandemic, and as a result of seeing what happens when people are able to come back to the communities that had been, places in the communities that have been over-touristed, there's a move towards sustainable or regenerative tourism. Which means controlling the capacity, controlling the numbers, controlling access, attracting niche markets with heritage interests. So countering mass tourism by having particular kinds of tourists who are more respectful of heritage, avoiding economic leakage to businesses that are locally controlled, and carrying out environmentally sustainable policies and practices, and also involving multiple stakeholders, the bottom-up approach that we advocate for through UNESCO projects. Just want to get the pointer. So how do we counter over-tourism? One way is limiting short-term rentals and lodging capacity. Another is spreading visits over the year. There's regulation that can happen of cruise ships, of buses, of low-cost airlines, looking for different niches of tourism, different market segments, encouraging and supporting the development of small family-owned hotels, locally owned businesses, addressing inappropriate behavior. We've seen many ugly instances of what would mass tourism, with people acting inappropriately and in a way that damages the fabric of culture and intangible cultural heritage. So the feedback mechanisms that can be created, placing signs that indicate how to behave and hints to how to behave. And there's also banning or limiting and controlling access, and I'll close with a few examples. In Venice, for several years, tourists have been channeled to places within the community where they can avoid undue crowding in particular places. It's a tough challenge in Venice, but it's helped to a certain degree. Communities and groups can restrict access to their rituals, to photography and recording. The Hopi Indian tribe, an indigenous community again in the United States, does not allow visitors to attend certain ceremonies. They also don't forbid people to come to certain places within the community. They require guides to visit any place that's on the land of the Hopi people. And picture taking, video recording, audio recording, sketching, and note taking are prohibited everywhere one goes on the Hopi reservation. So that's a way that there's control by the community. And my last example is Uluru, which was previously has been. Le dernier exemple est Uluru, qui est en Australie, un lieu sacré des indigènes. Et
les gens faisaient l'ascension de ce rocher. On l'a banni parce que les autorités d'Australie et les indigènes ont décidé de bannir l'escalade de ce rocher. Et voici mes références. credits for the images. And thank you so much for the attention and for the opportunity to speak to you today. Stop share. Here we go. Whoops. Okay, here we are. Thank you. Okay, Robert, thank you for the great Merci beaucoup, Robert, pour la magnifique présentation. J'ai appris beaucoup de choses. Évidemment, vous nous avez parlé de défis, mais aussi d'opportunités qui existent dans le cas de la COVID. Et on le voit aussi sur ce que vous avez présenté. Je regarde dans la boîte conversée et je veux prendre vos questions si vous en avez. Faute de temps, peut-être qu'on devrait passer directement au prochain conférencier. Alors, David d'Amérique latine va partager sa présentation sur l'Amérique latine. À vous la parole, David. Voyez-vous ma présentation? Oui, nous pouvons la voir. En fait, moi, je la vois. Bonjour tout le monde. Je suis David Gomez-Rodriguez et j'aimerais partager avec vous des réflexions que nous avons eues au cours des dernières années sur les défis de la COVID et du tourisme. Je vais vous parler de CRISPIAL. C'est une organisation internationale qui a été créée en février 2006 grâce à une entente entre l'UNESCO et le gouvernement, dont l'objectif est d'aider les pays à rencontrer les objectifs de la Convention de 2003. Voici les valeurs fondamentales. J'aimerais souligner aussi pour nous, les communautés, les participants et aussi tous les centres ici, le ICH, la plupart des actions visent la promotion du tourisme. Il y a 16 pays membres pour l'instant, du Mexique jusqu'au Chili en 2019. République Dominicana, la République dominicaine en fait partie et fait maintenant est membre de CRESPIAL. Voici les principaux programmes que nous offrons. Je vous invite à vérifier le site Internet où vous allez trouver beaucoup d'informations sur nos programmes, les ressources, sur le patrimoine culturel intangible. Les choses que nous faisons et qui est très intéressant, ce sont l'impact du PCI, du patrimoine culturel intangible, sur le tourisme et la COVID. On va avoir la perspective différente des gens et essayer de comprendre comment la pandémie peut toucher le patrimoine culturel intangible. La plupart des choses qu'on apprend, c'est faire une différence de l'impact de la COVID et l'impact des mesures prises par les pays pour faire face à la COVID. Alors, évidemment, ça, c'est très important de faire cette distinction parce que là, on voit très bien les nuances et les spécificités des mesures appliquées par les pays pour pouvoir planifier les scénarios post-COVID. Le plus gros impact de la COVID, c'est évidemment, c'est le cas ici, vous voyez, dans les communautés indigènes, et c'est le cas aussi avec les aînés, avec les femmes, les deux segments de la population les plus affectés par la COVID.
were in very bad shape before the pandemic. So Les gens, il y a beaucoup d'endroits où les gens allaient très mal avant la pandémie. Vous voyez, alors ils avaient des ressources. So there's still a big, I mean, a lot of people is still dying because of COVID. Alors les gens meurent encore. This was especially the case when you take, for example, indigenous languages, as you all Quand vous know. prenez les Autochtones It's like qui meurent, c'est ICH is a massive loss. vraiment, il y a une perte de connaissances et de savoir, de pratiques qui se perdent, beaucoup de choses qui n'ont pas été enregistrées d'une façon ou de l'autre. D'autre part aussi, l'impact des mesures prises par les gouvernements. Nous avons découvert que l'isolement imposé aux gens, en fait, ce que ça fait, c'est que ça a brisé des relations sociales, des contacts sociaux et aussi des échanges. Beaucoup de communautés déjà étaient isolées. Alors, si on ajoute cette coupure sociale, les moyens de communication, si on ferme les routes, si on force ces personnes à être davantage isolées, on se brise alors le processus social visé par le patrimoine culturel intangible. Il y a aussi l'impact de ces mesures. Beaucoup de mesures ont été prises aussi sans réfléchir au contexte auquel elles s'appliquent. Alors, il y a eu des interventions nuisibles, par exemple. On a donné des aliments à des communautés qui n'avaient jamais consommé de produits laitiers. On leur a donné des produits laitiers, par exemple. Et ça a créé beaucoup de problèmes, donner des produits laitiers de bovins qu'eux n'avaient jamais consommés avant. Aussi, beaucoup d'industries qui ont fermé leurs portes probablement n'ouvriront jamais. Quels sont les principaux défis du tourisme après la COVID? Je ne peux pas lire tout ce qui est à l'écran, simplement souligner quelques points. Ce qui est plus important, je crois, c'est que le défi est de construire de nouveau le tourisme de la façon la plus responsable possible, de penser de nouveau aux initiatives touristiques dans une communauté et penser aux communautés pour qu'elles soient au centre des initiatives. Elles ont montré l'importance d'être au centre des décisions, mais aussi de la mise en œuvre de ces décisions. Un autre exemple, c'est que les communautés dans les Amériques, surtout, devraient avoir plus d'espace, plus de moyens de faire participer ces communautés dans la planification des décisions, l'application des décisions, et leur donner une place active. En Amérique latine, la culture n'est pas une priorité pour certains pays. Alors ça, c'est tout un problème d'essayer de repenser la culture, le tourisme et la culture, alors que ce n'est pas sur la liste des priorités. Ce sera aussi difficile de donner aux communautés l'accès à certains marchés numériques, des initiatives qui prennent forme dans certaines communautés, mais elles n'ont absolument pas de connectivité numérique, voyez. Quelles sont les opportunités en matière de tourisme après la pandémie? Je crois que
Je suis d'accord avec Robert. Cette année, on a eu l'occasion de repenser la dépendance économique au tourisme. Beaucoup de communautés ou de plus en plus dépendaient énormément du tourisme. Et quand le tourisme a cessé, l'apport de revenus a cessé. La plupart ont dû trouver des nouvelles façons de gagner leur vie et d'aller rejoindre les marchés. Donc, oui, la connexion avec l'industrie du tourisme et tout, il faut que ce soit soutenu par les gouvernements. Il faut que le gouvernement puisse leur offrir une assistance et offre des outils pour réimaginer les choses. Ça exige beaucoup de travail, mais c'est une excellente opportunité. C'est la possibilité aussi de voir des plans au-delà du moment immédiat. Parce que les plans PCI sont faits seulement lorsque les gens essaient de mettre l'accent sur le tourisme. Alors, la COVID a montré qu'il faut voir au-delà de cela. Il faut penser à nombreuses opportunités, aux nombreux défis qui existent. C'est possible aussi pour les communautés de faire du commerce numérique et de renforcer leur tourisme à l'échelle nationale et locale, non seulement pour le tourisme. Maintenant, il faut penser aux communautés comme telles aussi. Par exemple, j'ai donné un exemple de l'alimentation, mais aussi les célébrations, les activités qui commencent à gagner une signification importante pour les familles dans leur vie quotidienne. C'est aussi une grande opportunité. C'est possible aussi d'établir des contacts avec les commerces numériques, de trouver différentes façons de voir le tourisme, de l'industrie du tourisme et aussi de voir quelle est l'expérience globale de l'offre de produits pour les communautés. Alors, je n'ai plus de temps, je crois. Alors, un mot pour terminer. Pendant l'année, nous avons aussi participé à UNWTO avec WINTA, avec Intacto, c'est une ONG du Mexique, et pour concevoir des produits qui s'appellent collaboration avec des femmes autochtones concernant leurs connaissances traditionnelles du textile. Il faut voir comment on peut se relier au tourisme et tenir compte de tout ce dont j'ai parlé. Je vous invite à vérifier ce site. Vous allez trouver plus d'informations sur le projet. Espérons que nous pourrons créer des outils afin que l'expérience puisse être réutilisée ailleurs. Merci beaucoup. C'est tout le temps dont je disposais. David, merci beaucoup, David. Merci pour votre présentation. Oui, on a parlé de ce qui se passe en Amérique latine avec ces défis. Quels sont ces défis pour l'Amérique latine? C'était vraiment difficile pour les communautés indigènes, n'est-ce pas? Et les défis aussi en Amérique du Sud, c'est la culture n'est pas toujours une priorité, n'est-ce pas? Les défis sont encore plus élevés en Amérique latine qu'en Europe. Alors, merci beaucoup, encore une fois, de nous avoir présenté des idées sur la façon de surmonter ces enjeux à l'avenir et quel sera le rôle des gouvernements.
pour la suite des choses. Maintenant, je regarde que dans la boîte conversée, la plupart des questions, c'est est-ce que c'est possible d'avoir cette présentation? Pouvez-vous nous l'envoyer? Et j'ai vu que Robert a fait une communication personnelle. Il donne son courriel. On peut lui envoyer la demande et il vous enverra une copie de la présentation. Mais je vais vous dire que toutes les présentations seront sur YouTube. C'est enregistré pour YouTube en ce moment et ce sera disponible après. Si vous avez manqué des éléments de la présentation, allez sur YouTube et vous pouvez regarder la totalité de la rencontre. Voilà les questions. Alors, maintenant, on va passer à la prochaine présentation. On va d'Amérique latine à l'Europe, le Portugal plus précisément. Anabela Correia, est-ce que je dis votre nom correctement? Alors, je vous invite à partager votre présentation. Annabella, à vous la parole. Bonjour, bon après-midi, bonjour à vous tous. Merci beaucoup au nom de SNL pour cette invitation. Je vais partager ma présentation, alors laissez-moi voir ici rapidement. Voilà. Vous le voyez à l'écran, n'est-ce pas? Oui, nous voyons, mais peut-être faudrait le mettre en mode diaporama. Parce que là, on voit l'écran. D'accord? Allez-y. Alors, ce dont je vais vous parler et vous expliquer, c'est l'expérience que nous avons en matière de tourisme et du patrimoine intangible. Inatel, ça a été créé en 1935. C'est une organisation qui a démarré comme la Fondation nationale pour la joie au travail. Aujourd'hui, relève du ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale et la mission est de développer le tourisme social, les activités et les loisirs culturels, le sport, les activités physiques et également la solidarité sociale et l'inclusion. Je vais vous présenter aujourd'hui davantage le travail des opérations ministères, mais nous avons aussi d'autres volets. Je vais parler de la Fondation Inatel. Nous avons des hôtels dispersés au Portugal. Il y en a dans la montagne, sur les plages, des spas, des zones thermales et d'autres activités. En ce qui concerne les complexes sportifs, nous en avons plusieurs au pays, surtout celui-ci qu'il vaut la peine de mentionner, qui est au cœur de Lisbonne, où nous avons beaucoup d'activités sportives en matière de culture. Le service des cultures travaille essentiellement sur la culture artistique et traditionnelle. Il y a des travaux qui touchent 2500 organisations sans but lucratif. Nous aussi travaillons sur le patrimoine intangible qui s'appelle Popular Inatel. Popular Inatel Narrois, ça veut dire dans la rue. Alors aussi, nous avons la musique du monde. Le tourisme. Moi, ce que je voulais vous présenter, c'est que donner la perspective en matière de tourisme. Ça doit être accessible
à tous, permettre le développement personnel et collectif par un enrichissement culturel avec un respect de la culture locale et aussi des travailleurs du tourisme. Nous avons donc ces trois soucis importants, le tourisme, le locaux et les travailleurs. Nous avons défendu depuis plusieurs années le tourisme pour le développement et le développement durable du tourisme, simplement le tourisme comme tel, sans tenir compte de l'environnement. Sur le tourisme pour le développement, c'est le tourisme durable, en lien avec un volet économique, social et environnemental, ce qui veut dire des meilleures conditions de vie. Il faut tenir compte aussi de la disponibilité saisonnière et aussi des soucis sociaux en matière de déplacement, d'accueil, qui travaillent sur le plan environnemental, la surcharge environnementale et tout. Dans les programmes de tourisme Inatel, les programmes varient du cyclisme, la marche, la course, des circuits de tourisme naturel que nous faisons en Portugal, mais en Europe aussi. Et aussi des circuits avec des spécialistes dans différents secteurs d'activité. Ça peut être dans le domaine vinicole, agricole. Il y a aussi des programmes visant les gens qui ont des faibles revenus et qui sont plus vulnérables sur le plan social. En 2019, il y a eu 12 000 participants et en 2020, pour les raisons qu'on connaît tous, nous n'avons eu que 6 000 participants. D'une façon ou d'une autre, nous l'avons fait. Il y avait des groupes et nous avons fait des circuits précis. Pour que vous donniez une idée, ce programme à caractère social subventionné par le gouvernement. Les gens qui ont un revenu jusqu'à 400 euros, c'est gratuit pour eux. C'est un programme de 6 jours logés, nourris avec les activités et aussi participation dans des restaurants locaux, etc. Dans le cadre de tous ces programmes, notre principale préoccupation en matière de patrimoine culturel intangible, d'abord, nous choisissons les régions d'opération. Dans chaque brochure, on choisit différentes régions qui se penchent sur un élément de développement. Par exemple, si nous allons à l'intérieur du Portugal, dans une année, l'année suivante, ce sera une région différente qui sera visée, toujours pour faire participer les communautés locales. Un partenariat avec des communautés locales. Comment nous utilisons des guides locaux de chaque région? Autant que possible, nous visitons des musées, des fermes, des vignobles, des centres d'artisanat. Nous utilisons des compagnies locales, des restaurants locaux et aussi nous établissons des liens avec des universités locales. Nous soutenons aussi les fournisseurs locaux, pas seulement là, dans ces régions, mais aussi des distributeurs agricoles locaux et d'autres activités dans ces programmes, notamment les associations collectives dont j'ai parlé avant, qui sont membres de Inatel. Et il y a aussi des programmes spéciaux de festivités, de fêtes, comme des fêtes religieuses, gastronomiques, d'artisanat. Nous avons des programmes spéciaux qui s'appellent Festivités, où nous faisons la promotion du tourisme dans différentes régions du Portugal. Nous avons émis un passeport pour le tourisme responsable que nous donnons à nos clients, un passeport de fidélisation.
avec les 10 commandements du voyageur responsable pour donner une sorte de guide ou de ligne directrice pour les touristes. Et aussi, qu'en sera-t-il du tourisme de l'avenir? Inatel est membre de ISTO, une organisation de tourisme social international, faisant la promotion du tourisme équitable et durable pour tous. Parfois, ce n'est pas facile à faire, mais nous essayons vraiment très dur et je veux partager avec vous une étude très intéressante faite par les Flandres et que j'ai trouvée très intéressante. Ça a été partagé aussi par les associations de tourisme. L'étude donc s'est penchée sur l'identification de ce qui fait que les expériences de tourisme perdurent dans le temps. Alors, évidemment, on sait peut-être déjà, mais les 3 volets, l'expérience intense d'un lieu, par exemple de la nature ou quelque chose qui est différent, la chaleur des gens qu'on rencontre, que ce soit des résidents, des chauffeurs de taxi et aussi les activités inspirantes. Cet arbre, c'est une bonne illustration. Alors, pour parler du tourisme de demain, pour faire fleurir les communautés locales par les visiteurs, les résidents comme tels, les entrepreneurs, et aussi tout cela ensemble, on appelle ça les gardiens des lieux. C'est un modèle que je trouve très intéressant. Une des choses qu'on a dit, et vous le voyez aussi sur leur site Internet, c'est très facile à lire, comment renforcer ces lieux. Et des idées qui ont été soulevées, vous le voyez à l'écran, il y en a une qui est importante et dont on en parle aussi dans ce forum, soutenir les gens qui gardent bien vivantes les traditions. Essentiellement, qu'est-ce qui est important aussi de partager non seulement avec les gouvernements, mais aussi avec les gens qui participent au tourisme. Il faut trouver une façon de travailler ensemble. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas facile, même si on essaie toujours de le faire. Alors, voici les 4 étapes de transformation et pratiques inspirantes. D'abord, être sensibilisé. C'est la clé pour changer le processus. On doit tous être conscients. Aussi, assumer la responsabilité de ce qui est autour de nous. Collaborer en matière de culture, patrimoine, nature et la connexion pour rendre cette expérience de tourisme pertinente. J'ai lu récemment également dans le Guardian, on a dit que Amsterdam a informé que son plan de récupération après la COVID sera basé sur un modèle en beigne. Je vais vous en dire quelques mots. Vous voyez que les villes, les communautés, les lieux sont inquiets de trouver une façon plus durable de faire face au tourisme. Et moi, j'estime que l'organisation ICH doit parler ouvertement, très ouvertement et très souvent avec ces organisations et avec les gouvernements également. J'estime que les défis des tours opérateurs demeurent. Ça existait avant la COVID et ça va perdurer. Donc, la durabilité, l'authenticité, des formes simples de représentation parce qu'il faut éviter des expériences fausses en matière de tourisme, une vision à long terme qui est très importante, un échange, une recherche, des partenariats gagnants pour tous, des outils,
le respect des localités, des critères, création de structures, d'infrastructures pour des pratiques, certaines pratiques du patrimoine. Parfois, ce n'est pas très bien conçu. Et l'utilisation d'une diversité de pratiques en matière de patrimoine. Alors, essentiellement, voilà ma présentation et mon message. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Merci. Merci beaucoup, Annabella. Merci beaucoup pour votre magnifique présentation. Nous avons vu vos points de vue sur la façon dont ça devrait être développé à l'avenir. Le tourisme de façon générale, mais aussi le tourisme de façon précise dans votre région. We lost Albert. Nous avons perdu Albert. Je propose que l'on passe à la prochaine présentation pour l'instant. C'est Ananya. Bonjour Ananya, à toi la parole. À vous la parole. Voyez-vous la présentation? Oui. Namaste. Naya Vatachara de l'Inde. Je vais vous présenter l'ONG Contactée et voyez le site Internet. Je vais remercier Albert de nous donner la possibilité de partager les exemples venant de l'Inde. Je vais dire quelques mots sur les stratégies ICH pour la reprise après la COVID. Et aussi, vous voyez cette photo qui est une danse représentative et les gens portent tous des masques. C'est l'un des événements qu'on vient de commencer où les gens recommencent à regarder des spectacles, des performances, mais en assurant des mesures de sécurité. Pour vous présenter rapidement qui nous sommes, nous avons été accrédités en 2010 à l'UNECO-SOC. Nous travaillons depuis plusieurs années dans le domaine. Notre travail est de mettre l'accent sur la culture et le patrimoine intangible. Depuis 15 ans, nous avons développé des villages ou groupes culturels dans les villages. Les deux éléments points, mais ceux qui m'ont précédé en ont parlé, on a parlé des lieux, etc. Alors ça, c'est deux points très, très importants parce que dans le modèle de tourisme durable, nous sommes partenaires de l'UNWTO pour la promotion du tourisme culturel et responsable. De façon générale, dans quelques minutes, je vais vous parler d'un modèle. Comment ça a été élaboré? Comment on fait face aux défis dont Robert a parlé? Et ensuite, comment on redémarre le tourisme? Vous voyez une bannière ici de India Weekend Getaway, des escapades en Inde. Alors, on fait la promotion par le ministère du Tourisme. On fait la promotion de différentes destinations qui commencent dès la fin de décembre, le tourisme culturel. Alors, comment ça a été possible? Quelle était la philosophie de développer des villages d'artistes, entre guillemets? Alors, au cours des 7-8 dernières années, le gouvernement a investi considérablement dans le développement de villages d'artistes comme lieux culturels dans les villages afin que les visiteurs puissent fréquenter ces villages d'artistes. Donc, on a utilisé diverses stratégies pour développer l'identité du lieu comme centre culturel.
Alors, c'était du tourisme à tous les niveaux, mais aussi c'était des destinations patrimoniales. Des étudiants, des gens venaient apprendre la danse, la musique, l'artisanat. Et ce tourisme, c'était un tourisme de collaboration. Vous voyez ici, il y a des musiciens ici du Portugal qui chantent en même temps. Alors, c'est devenu des lieux de résidence. Il s'agit d'échanger, d'apprendre des cultures différentes, qui est un volet essentiel parce que le tourisme va au-delà des expériences, créer des nouveaux partenariats, des nouvelles expériences. Une stratégie qui a été très efficace dans le développement de ce tourisme, ces villages de tourisme, c'est ce qu'on appelle des écomusées qui relient la culture, les gens, les communautés. Alors, les écomusées sont des musées communautaires mis sur pied par le gouvernement dans 12 villages à ce jour. Et je parle de ce village dans l'est de l'Inde. Et ces écomusées explorent des processus de participation pour faire participer les communautés dans la gestion et la conservation du patrimoine local et favoriser le développement durable. Ces musées sont des lieux de pratique, promotion, exposition, collaboration. Il y a environ 2-3 salles où les visiteurs peuvent être. Il y a aussi des expositions d'artisanat dans le domaine des traditions de danse et d'autres formes d'art. Elles permettent aux visiteurs de plonger dans la tradition orale des villages. Pour les jeunes, cela crée un sentiment de fierté et d'intérêt afin d'apprendre leur propre patrimoine. Et les plus âgés, les gardiens de la mémoire, de la culture, peuvent renforcer leur culture, leur identité collective qui permet la diffusion de leurs connaissances. Les musées, ces formes d'art, on forme l'identité de ces nouveaux lieux. Dans ces villages, aujourd'hui, il y a 20 villages de ICH dans les festivals. When we are talking of sustainable tourism, that encompasses a lot of things, right? So by definition, it has to take account of current and future economic, social, and On environmental doit prendre en impacts. compte les impacts socio-économiques, répondre aux besoins aussi des industries, de l'environnement et des communautés locales. Alors, ce festival est un peu le symbole. On y vient, très souvent aussi, on régénère une valeur qui a été perdue. Parce que ce qui arrive est que le festival a un contexte de pratique renouvelé. Dans les 2 ou 3 dernières années, nous avons mené des recherches avec l'Université Coventry sur des stratégies marketing. Beaucoup de cela a à voir avec les éthiques aussi. Il y a plusieurs certifications qui peuvent être obtenues afin de s'assurer qu'il y a une qualité dans l'accueil pour s'assurer d'une visite à un certain niveau. Un peu plus tôt, nous avons vu les exemples que les photographies ont été interdites. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on utilise CCBI, là où on peut en fait prendre des photos des affiches où on parle des cultures du village. Alors, de cette façon, ça devient un outil. On voit le symbole ici avec l'indication géographique pour les expressions culturelles enregistrées en Inde. On voit
un GIA, donc un masque qu'il lui porte sur la tête, avec une danse. On dit aux gens que c'est une liste cette danse Cho est inscrite dans l'UNESCO afin de faire la promotion du tourisme. Et là où une collectivité, là où une communauté a une forme de pouvoir, de contrôle, ainsi, sans photo, sans vidéo, on ne brime pas l'attribution de ces images. Des espaces culturels innovateurs ont été créés. C'est un village, on voit du baul qui est une musique qui brise les frontières spirituelles, religieuses. On écoute donc les musiques et une foule peut s'amasser. Ensuite, une discussion se déroule. Les performances aussi ont lieu le soir. La situation de la COVID maintenant. Comment ces blocs nous ont aidés de passer de survie à résurrection. Avec la COVID, en fait, il y a eu bien sûr moins d'opportunités, moins de visites, moins de tours, etc. Parce que ces communautés ont bien géré leur PCI pour développer de nouvelles habilités, de nouvelles chansons, de nouveaux produits. Et les artistes maîtres qui voyagent étaient maintenant à la maison. Ils ont donc utilisé le temps pour former des jeunes. Et tout cela a été fait aussi à la fois par le gouvernement et des initiatives aussi non gouvernementales. Le passage au numérique et au digital. Lorsque le confinement en Inde à la fin mars a commencé, des programmes numériques ont été mis à l'horaire. Initialement, il y a eu des réticences parce que dans une salle sans foule, c'est un contexte un peu bizarre. Mais lorsqu'on a commencé à voir les commentaires, eh bien, ils se sont vraiment amusés. Et c'est devenu une autre façon de non seulement faire des programmes d'éducation en ligne, mais aussi avec des auditoires, des publics de l'extérieur, de l'international. Chacun de ces programmes avait 5 à 10 000 personnes présentes. À un niveau international aussi, nous connaissons les initiatives justement quant au rite. Alors, eh bien, en Inde, il y a eu un grand mouvement pour supporter les artisans locaux. Les artistes de partout dans le pays ont créé un site web qui donc supportait les artistes. Habituellement, les artistes avaient la chaîne d'approvisionnement habituelle, mais avec la COVID, tout cela a changé. Ils ont dû créer une logistique différente. Cela nous a amené à donc davantage de résilience dans le secteur. Les trains, les voyages par avion ont recommencé. Le ministère du Tourisme fait donc des escapades pour le week-end. Les compagnies de tourisme ont des programmes avec la distanciation sociale, avec assez d'espace à l'extérieur, et on y encourage les visites. Voici certaines statistiques. L'Inde d'environ 19,9 visiteurs internationaux. C'est à peu près 0 en ce moment. Alors, clairement, une baisse de 23% en mars. Maintenant, c'est presque à 0 là, maintenant. Beaucoup
d'emploi a été perturbé, même le tourisme intérieur. Les sites ne font que rouvrir en ce moment. Une étude intéressante que nous avons menée est que dans les endroits ruraux, après le confinement, donc depuis la fin septembre, 60 et environ 62 des chambres qui sont occupées. On a parlé du tourisme intérieur qui commence à avoir vraiment un élan. Alors, ce sont des destinations locales qui attirent les gens maintenant. Maintenant, avec tout cela, lorsque l'on visite les aires rurales, eh bien, on peut visiter les habitats des artistes et les compagnies touristiques aussi en font la promotion. On peut donc voir la culture, les arts, mais aussi les artistes eux-mêmes qui peuvent faire une performance et puis ce sont donc des revenus additionnels. Ici, on voit le Tipantar Festival. Il y a donc des performances avec des petites huttes où on peut rester. Dans certains cas, ici on voit Moshiabad, un palais, ce qui veut dire le palais aux 1000 portes. Le siège aussi de Baul Fakiri. On encourage les gens à venir, à écouter. On marie ici le tangible et l'intangible. C'est un site de Darjeeling, donc l'héritage culturel et l'héritage culturel de la nature est intégré. Voici un autre exemple. Le Conseil britannique l'a planifié. L'artisanat et le tourisme sont connectés. Il y a des ateliers avec de broderie, des artisans et aussi Shakespeare dans des festivals folkloriques locaux. Parce que ce sont des initiatives communautaires, eh bien, on dépasse la sur-commercialisation. On a un aspect beaucoup plus communautaire. Les communautés plutôt doivent être bien conscientes des programmes. Bien sûr, elles doivent bien les connaître avec une formation sur les précautions, avec la température qui peut être prise ici. En conclusion, avec la protection du PCI, ce qui a bien aidé aussi est la construction de narratifs numériques, les habiletés, les compétences numériques sur les médias sociaux aussi. Et tous ces efforts ont permis à bâtir de la résilience dans ce domaine. Alors, voici une des foires dans ce village, justement, et cette photo a été envoyée par un des narrateurs d'une des communautés lorsque les premiers visiteurs sont enfin arrivés après la COVID et que le tourisme a pu reprendre. En leur donnant les bonnes ressources, on voit qu'est-ce que l'on peut faire. Voici certains sites web ici. Sur Ipsindia, on a une trousse pour une planification sur les bénéfices économiques, comment résoudre la surconsommation ou suréconomisation. Et c'était tout. Merci. Merci, Anania. Ma connexion Wi-Fi n'était pas excellente, alors j'ai dû quitter un instant. Mais c'est un plaisir au moins de pouvoir en voir une partie, mais je suis de retour maintenant. Alors, bon. Ce que je vois ici dans les questions, il y a une question pour Anania. Je ne sais pas si vous l'avez vu vous-même dans la boîte de questions ici, au début de votre présentation. Vous avez dit que des groupes locaux ont été formés pour prendre action sur le tourisme PCI.
comment ces groupes ont-ils émergé et quels sont leurs rôles? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Ces groupes ont été formés grâce à une initiative pour développer des carrefours d'artisanat communautaire. Alors, ce sont basés sur des organismes à but non lucratif. Ils gèrent les festivals, les musées. Les groupes sont donc formés avec les artistes. Superbe. J'espère que c'est une bonne réponse. Ça répond à votre question. Très bien. Le rôle aussi des ONG en tant que médiateur. Oui, très bien. Très bien. Merci beaucoup pour votre présentation, Anania. Merci pour votre réponse à la question aussi, bien sûr. Nous allons maintenant passer à Yoren et Martha pour la présentation de conclusion. Je vois que Yorin, vous avez déjà partagé votre présentation. Alors, la parole est maintenant à vous, Martha et Yorin. Merci. Avec Martha, Florent, je vais partager certaines idées et propositions sur le lien entre l'héritage, le patrimoine culturel intangible et le tourisme. Nous avons vu beaucoup de nouvelles questions sur la commercialisation du tourisme durant les comités gouvernementaux, les organismes internationaux et aussi durant ce forum, bien sûr, le forum de l'ICH. Une proposition a été faite pour développer des trousses sur des outils éthiques pour le tourisme durable, incluant le patrimoine intangible. Bien sûr, nous sommes au milieu du COVID, n'est-ce pas? Mais tout de même, nous avons commencé à y travailler. Par exemple, notre ONG, nous avons commencé à travailler avec le Dutch Center for Cultural Heritage. Un séminaire aussi cet après-midi. Nous avons mis sur pied une conférence qui est devenue un webinaire, bien sûr, sur le patrimoine intangible et le tourisme durable en Flandre et aux Pays-Bas. Vous avez peut-être vu aussi l'appel à réfléchir sur le patrimoine intangible et le tourisme durable. Donc, certains des sujets sur le patrimoine intangible commencent déjà à être discutés. Nous avons aussi reçu un appel à l'ONG par Florent de la France pour faire, si c'était possible, de faire un atelier. Martha a déjà un peu d'expérience en tourisme, n'est-ce pas? Alors, nous avons commencé à créer des trousses, des outils pour les communautés de la Flandre. Et nous avons dit donc, pourquoi ne pas travailler ensemble avec Martha et préparer déjà un peu du travail pour le forum. Nous avons décidé de voir là où tout cela allait nous mener. Nous avons préparé donc beaucoup de matériel. D'abord, Martha pourra partager le travail qu'elle a fait et nous allons revenir un peu plus tard. Très bien. Sur le contenu, bien, nous avons divisé tout cela en sections. La première étant une petite introduction sur le sujet, sur le lien entre le PCI et le tourisme durable. Ensuite, un résumé du contenu général. Prochaine page. La deuxième section est la partie la plus détaillée. C'est un travail de documentation et de recherche sur les liens entre les deux, sur les définitions du PCI, du tourisme durable, le lien entre les deux et l'impact du tourisme de masse sur le PCI. Ensuite, les partenariats dans les activités touristiques
PCI, il y a la question de l'authenticité. Ensuite, nous parlons de certaines qualités, d'opportunités qui sont dégagées par le tourisme durable et finalement, comment protéger le PCI par le biais du tourisme. La troisième section sont une série d'exemples ou d'études de cas, plutôt sur donc des points positifs et négatifs sur la coopération entre différents partenaires. The dossier also gives examples Nous of donnons aussi des exemples de principes, codes, lignes directrices éthiques de ce sujet, sur ce sujet, par, disons, comme l'UNESCO et les différents organismes. Nous avons des liens et ressources en ligne, bien utiles. Et finalement, il y a une liste complète d'articles, de livres et sur le tourisme et la relation avec le PCI. Comme Martha vous a montré, nous avons déjà élaboré de façon assez détaillée tout cela, mais j'ai appris aujourd'hui qu'il y en a beaucoup plus d'outils sur tout cela, beaucoup plus d'informations. Bien sûr, nous élaborons sur ce genre de sujet à chaque jour, n'est-ce pas? Alors, nous avons une proposition concrète. Martha vient de finir ses études et cherche encore une opportunité de travail. Nous nous sommes parlé il y a quelques semaines, nous avons eu l'idée que Martha pourrait, tout de même, tant qu'elle n'a pas d'emploi à temps plein, elle pourrait collaborer à une ONG avec une petite contribution en tant que volontaire. Et puis, compléter ce dossier d'ici janvier, au moins avec les présentations, n'est-ce pas? Nous avons vu les liens que nous avons partagés, peut-être de nouveaux articles, etc., que nous avons dévoilés durant cette collaboration. Si les membres du forum seraient sympathiques à l'idée, bien dans le court terme, nous pourrions avoir une liste d'outils, une trousse d'outils avec des ressources en ligne. On pourrait y en ajouter dans les prochains forums, dans les prochaines années aussi. Donc, si vous êtes intéressé, si l'idée vous plaît, je crois que Albert, moi-même, Martha pourrions mener ce processus dans les prochains mois. Alors, nous pourrions donc proposer des outils numériques pour le PCI, pour l'UNESCO, tel qu'élaboré durant le forum. Alors, c'est la proposition que nous voulions vous partager. Et peut-être juste une idée en terminant. Le groupe sur le patrimoine vivant pourrait lancer une idée justement sur Heritage Alive, en fait, en anglais. Alors, peut-être un lien avec tout cela, composer un petit groupe de travail sur un dossier en ligne. Merci beaucoup. Alors, Yann, ici, on voit l'importance du travail. C'est exactement ce que l'on veut. Ce que l'on regarde, je crois que les parties prenantes sont justement en train de travailler autour de tout cela. On y voit l'utilité des ONG comme nous, ce qu'on arrive à faire et produire ce genre de choses maintenant. J'espère donc. Je vous souhaite beaucoup de succès, n'est-ce pas? Nous avons maintenant toutes les présentations. Bien sûr, nous avons besoin de quelqu'un pour récapituler cela et donner une conclusion à tout cela. Là. Martin s'est porté volontaire, n'est-ce pas? Déjà l'an dernier, dans son rôle, il avait des réflexions intéressantes sur le tourisme et le PCI. Alors, j'aimerais lui donner la parole maintenant. Qu'est-ce que vous pensez du symposium? Qu'est-ce que
qu'est-ce qu'il a remarqué durant les présentations. Alors, Martine, la parole est à vous. Êtes-vous là, Martine? Oui. Merci d'avoir agi en tant que président lors de l'appel parce que ma femme a eu des petits problèmes, là. Bonjour, bon matin, bon après-midi. Alors, on ne sait pas vraiment quelle est exactement l'heure, surtout avec toutes ces présentations. Eh bien, c'était un excellent moment, surtout avec la situation de la COVID. Nous avons souligné beaucoup des problèmes qui existent quant à la dépendance avec le tourisme, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de contenu, beaucoup de choses à dire. Je vais me connecter avec Albert pour tout le travail qu'on m'a demandé, parce que comme vous savez peut-être, la composante d'évaluation a soulevé le peu de ressources dans le monde. Vous connaissez déjà ce problème ici. Nous voulons apprendre les meilleures pratiques, faire la promotion des bonnes pratiques, montrer qu'est-ce qu'elles sont. Par exemple, l'an dernier, nous avons vu que parfois la promotion du tourisme est une tactique de protection et certains pays considèrent cette inscription à la liste pour attirer du tourisme, pour créer des parcs. Aussi, ça peut être problématique à certains égards. Durant les années, nous avons vu d'excellents exemples, de bonnes initiatives, de bonnes propositions dans tous les dossiers que nous avons évolués jusqu'à maintenant. Je me souviens, l'an dernier, nous avons eu une excellente proposition du Kazakhstan. L'élément intangible. Bien, on a proposé de justement garder le caractère familier du patrimoine intangible. Je me souviens, il y a 2 ans aussi, nous avons une excellente proposition de l'Italie pour un code d'éthique pour le tourisme d'un élément particulier. Nous avons eu de nombreuses propositions, bref, et je crois que ce symposium a été un peu de la même façon, par exemple avec Robert, qui nous a parlé du résultat de listing. Il nous a montré que tout cela peut être bien géré. Les changements, la commoditisation, la participation communautaire, ce sont tous des enjeux qui ont été mentionnés, prendre part. Davantage d'intérêt, davantage de marché, parfois davantage d'argent aussi pour les communautés, qui peut être une bonne chose, qui peut être peut-être une mauvaise chose, mais très souvent une bonne chose. Il nous a montré des cas spécifiques. On peut en apprendre sur les excellents exemples qui ont été montrés. Comme Robert nous a mentionné, nous pouvons apprendre. C'est une des leçons de cette année. Barry nous a montré l'impact de la COVID sur le tourisme en Amérique latine. Ces impacts s'appliquent partout dans le monde, n'est-ce pas? Partout dans le monde, nous avons vécu la même chose. Les impacts ont été directs, mais aussi indirects. Les impacts directs, bien sûr, les victimes, la crise culturelle, qui est très problématique pour de nombreuses communautés, mais aussi la COVID-19 est peut-être une opportunité pour révéler le tourisme. Donc, cette idée, parce que l'on peut le prendre et penser à la dépendance économique au tourisme.
Encore une fois, nous apprenons beaucoup de l'Amérique latine. Et c'est la même chose pour beaucoup de régions aussi. Annabella Annabella nous a montré une autre perspective. Pensée du tourisme local et des opérateurs. Cette idée pour le tourisme comme développement, mais pas le développement du tourisme, parce qu'il y a une autre idée, je crois que l'on doit peut-être penser. Martha aussi, peut-être nous pouvons garder en tête cette idée comme thème général. Namania, finalement, a discuté des nombreuses différences. Et dans le chat, nous avons eu justement les questions sur les musées communautaires, le rôle du musée, la promotion du tourisme durable. Ce changement au marché numérique, au développement des compétences avec des programmes comme Local for Local, ou Local pour Local, donc créer de nouvelles connexions, de nouvelles propositions, de nouveaux éléments que l'on peut garder en tête. Finalement, Yorien et Martha ont fait une excellente proposition. Je crois que nous sommes tous en faveur, n'est-ce pas, de ce dossier en ligne, n'est-ce pas, pour tout cela, non seulement pour les bonnes choses, mais aussi ce qu'on doit garder en tête, peut-être aussi les problèmes qui pourraient survenir sur le PCI partout dans le monde. Je crois que c'est à peu près tout, et bien sûr, nous pourrions en prendre beaucoup d'autres. Merci beaucoup, Albert. Merci à tous les participants, à tous les présentateurs, bien sûr, pour toutes les informations. Merci, Martine, pour vos remarques. Merci aussi pour vos mots bien encourageants. J'aimerais bien sûr remercier tous les présentateurs et toutes les présentatrices et aux participants pour leur attention. Il nous reste maintenant 1 minute et quelques secondes avant la prochaine rencontre du forum. Donc, la rencontre ici va donc se conclure. Merci pour votre attention, pour votre présentation et on se voit très bientôt dans la prochaine rencontre du PCI, du ICH. Albert, j'aimerais demander le président. J'aimerais pas sauter bienvenue, mais vous remercier, vous, pour avoir pris en charge ce forum, d'avoir pris en charge tout cela, d'avoir participé et d'avoir entendu tout le monde ici. Tel que mentionné, nous allons maintenant dans une nouvelle partie de la rencontre aujourd'hui et c'est maintenant la présentation en ligne des candidats au comité d'orientation. Alors, je vous encouragerai bien sûr à rester avec nous, ne pas nous quitter et entendre leur présentation. Alors, sur cela, je passerai maintenant la parole